Merci Vincent. Merci beaucoup Gilles pour l'introduction et je tiens vraiment à remercier très chaleureusement le conseil scientifique de la Société française d'endocrinologie pour me permettre aujourd'hui de partager avec vous certaines de nos données qui visent à étudier le rôle de la barrière hémato-encéphalique dans la régulation de l'homéostasie énergétique. Donc, comme vous le savez, pour que l'équilibre, l'homéostasie de l'organisme puisse s'opérer, il doit y avoir une très étroite communication entre la périphérie et le système nerveux central, et notamment dans le cadre du contrôle du métabolisme et de l'équilibre énergétique, il y a caricaturalement, par exemple, certains tissus tels que les adipocytes qui vont sécréter des hormones qui sont des hormones anorexigènes telles que la leptine, ou le tractus intestinal, lui au contraire, va sécréter des hormones orexigènes telles que la gréline. Et ces deux hormones peptidiques doivent aller agir au niveau du système nerveux central pour contrôler une toute petite population. Enfin, ces hormones vont agir au niveau de l'hypothalamus pour exercer leur action, et notamment le premier site du système nerveux central qui va percevoir leurs effets est localisé au niveau du plancher du troisième ventricule, où sont localisées deux populations neuronales, les neurones orexigéniques ANPY et AGRP en bleu ici, et les neurones anorexigéniques, les neurones APMC en rouge. Et une fois que ces neurones vont percevoir ces signaux, ils vont les transmettre aux différents noyaux hypothalamiques vers lesquels ils se projettent pour réduire ou stimuler la prise alimentaire, pour accroître ou diminuer la dépense énergétique. Donc ça, on sait que ça se passe. Par contre, ce qui est inconnu, c'est de savoir comment ces hormones peptidiques font pour arriver au niveau des neurones du système nerveux central, sachant que normalement le système nerveux central est protégé par la barrière hémato-encéphalique. Alors en effet, ici vous avez à droite une coupe frontale de cette région de l'hypothalamus, en bas vous avez l'éminence médiane qui était représentée ici, et ici vous avez le noyau archéhypothalamique où sont localisés les neurones ANPY-POMC, le ventromédial de l'hypothalamus et le noyau dorsomédian de l'hypothalamus. En blanc, vous voyez ici des cellules extrêmement importantes que sont les tannicytes. En fait, ce sont des épendymocytes qui vont former le plancher du troisième ventricule, mais elles sont tout à fait particulières car, comme vous le voyez, elles émettent de très longs prolongements, ici marqués en blanc, qui vont contacter la surface piale du cerveau ou les vaisseaux dans le parenchyme nerveux. Et lorsque l'on regarde l'immunohistochimie pour les protéines qui marquent la barrière hémato-encéphalique, on constate que les vaisseaux du noyau arché ici, au niveau duquel donc, vont agir les hormones peptidiques, portent bien cette barrière hémato-encéphalique, et du fait qu'on voit qu'il y a l'expression de jonctions serrées très organisées autour des cellules endothéliales, ce qui exclut la possibilité d'un accès direct de la leptine et de la gréline au niveau du noyau arché hypothalamique. Donc, cela pose en effet la question de savoir comment ces hormones vont s'échapper de ces vaisseaux pour aller agir sur leurs neurones. Donc, l'une des hypothèses était en fait que, étant donné que le noyau archéhypothalamique est localisé à côté de l'éminence médiane de l'hypothalamus, qui est la région du cerveau qui va recevoir toutes les afférences des neurones neuroendocrines qui vont sécréter leurs neurohormones dans le sang porte hypothalamo-hypophysaire pour aller agir sur l'hypophyse antérieure. Et donc, on voit ici que pour que ces neurones puissent sécréter leurs neurohormones, eh bien, les vaisseaux de l'éminence médiane sont tout à fait particuliers en ce qu'ils sont fenêtrés. On voit ici un marqueur rouge pour la protéine de fenestration. Et donc l'hypothèse est que les hormones peptidiques pourraient aussi s'échapper par ces capillaires fenêtrés et peut-être diffuser et aller agir dorsalement au niveau du noyau archéhypothalamique. En effet,
Pardon, excusez-moi. En effet, lorsque l'on regarde en microscopie électronique cette région de la zone externe de l'éminence médiane, on voit ces cellules endothéliales ici. Vous avez un noyau de cellules endothéliales, ici l'endothélium, et vous constatez que l'endothélium qui fait face au tissu nerveux, où il y a les terminaisons nerveuses neuroendocrines qui sécrètent leurs neurohormones, eh bien, cet endothélium a des trous. Il est fenêtré, ce qui permet la diffusion de macromolécules dans la lumière de ces vaisseaux qui est ici, qui va constituer le plexus porte hypothalamo-hypophysaire. Donc, pour savoir si les hormones métaboliques pouvaient s'échapper de ces vaisseaux fenêtrés, en effet, nous avons fait appel à des collaborateurs à Montpellier qui sont les seuls au monde à pouvoir imager en temps chez l'animal vivant le plancher du cerveau et notamment le plancher du troisième ventricule par une technologie de biphoton après avoir enlevé la mâchoire et perforé le palais et retourné la souris sur une plateforme où elle est fixée. Et lorsque l'on injecte en intraveineuse des dextrans fluorescents, par exemple, eh bien, vous pouvez, ici, on peut visualiser ce très joli plexus porte hypothalamo-hypophysaire qui court le long de l'éminence médiane. Et donc, si l'on injecte un dextran assez lourd, de 70 kDa par exemple, on constate que quand on l'injecte, on marque très bien les vaisseaux de l'éminence médiane. Et si on attend, eh bien, ce dextran de 70 kDa est toujours contenu dans ces vaisseaux. Par contre, maintenant, si on utilise des dextrans de beaucoup plus petite taille, de 4 kDa par exemple, eh bien, quand on l'injecte en intraveineuse, on voit le même phénomène au départ, c'est-à-dire qu'il est contenu exclusivement dans les vaisseaux. Mais si on attend quelques secondes, on voit que celui-ci est capable de s'échapper des vaisseaux fenêtrés, comme vous pouvez le voir ici, et donc de sortir de ces vaisseaux fenêtrés. Et maintenant, si on utilise une hormone peptidique biologiquement active, telle que la gréline, que l'on a marquée avec un fluorophore, donc d'à peu près, elle fait 5 kDa, la gréline, et donc on obtient exactement la même chose qu'avec le dextran de 4 kDa, c'est-à-dire qu'au départ, on marque très bien les vaisseaux, et ensuite, on voit que cette gréline est capable de s'échapper des vaisseaux. Et lorsque l'on utilise des dextrans de différentes tailles, on voit que jusqu'à 40 kDa, les molécules circulantes dans le sang peuvent s'échapper en effet de ces fenestrations et peut-être aller agir au niveau du tissu. Donc maintenant, la question est de savoir si, quand on injecte quelque chose en intraveineuse, on sait que ça va, si c'est en dessous d'une certaine taille, cela va pouvoir s'échapper de ces vaisseaux fenêtrés ici en rouge, mais cela va-t-il pour autant gagner le noyau arqué hypothalamique? Donc pour tester cette hypothèse, nous avons fait quelque chose d'encore plus simple, c'est que nous avons injecté en intraveineuse un colorant de 1 kDa dans la queue des animaux, et on a tué les animaux quelques minutes après cette injection. Et donc voici en gris le résultat de la fluorescence du Evans Blue Dye une fois qu'il est injecté en intraveineuse. On constate en effet que ce dye, ce colorant, est capable de s'échapper des vaisseaux fenêtrés et d'inonder l'éminence médiane de l'hypothalamus, comme on peut le voir ici. Mais par contre, vous constaterez très bien que ici, il diffuse un tout petit peu au niveau de l'aspect ventral du noyau arqué hypothalamique, mais en aucun cas, il ne gagne le noyau arqué, l'entièreté du noyau arqué hypothalamique que l'on peut voir ici en Hoecht. Et donc, seule peut-être une toute petite population de neurones localisés ventralement ici est capable de percevoir directement cette toute petite molécule circulante qui n'a aucun récepteur, donc en plus elle n'est pas retenue par des récepteurs dans le tissu. Et par ailleurs, vous pouvez constater ici que ce colorant ne s'échappe pas des vaisseaux de la barrière hémato-encéphalique qui sont marqués ici en vert ailleurs dans le cerveau. Donc suggérant que la diffusion libre d'hormones peptidiques, par exemple, entre les vaisseaux fenêtrés qui iraient atteindre et agir au niveau des neurones du noyau arqué, n'est peut-être pas l'hypothèse la plus simple. Donc ce que je ne vous ai pas dit, étant donné que cette région de l'éminence médiane était très perméable à cause de ces vaisseaux fenêtrés, bien sûr, il faut protéger le liquide céphalorachidien de toutes les molécules qui vont s'échapper de ces vaisseaux fenêtrés. Et pour cela, la barrière en fait est délocalisée
D'habitude, elle est localisée au niveau des vaisseaux de la barrière hémato-encéphalique, au niveau des cellules endothéliales. Ici, il n'y en a pas, clairement. Mais cette barrière est alors délocalisée aux cellules gliales. Et les cellules gliales qui contactent ces vaisseaux fenêtrés, que sont les tanicites. Et ici, en effet, vous pouvez constater, lorsque l'on fait un marquage pour les protéines de jonction serrée en vert, vous constatez que chaque corps cellulaire de tanicites est clairement entouré par une ceinture de jonction serrée, ce qui crée une barrière étanche et qui empêche toute diffusion paracellulaire de molécules qui arrivent du sang. Et donc, l'idée, c'est que ces tanicites qui sont très polarisés et qui empêchent la diffusion paracellulaire des molécules venant du sang, pourraient du coup être impliqués dans des phénomènes de transport entre le sang et le système nerveux central. Et alors, donc, qu'est-ce qui nous a donné cette idée de l'implication éventuelle de l'éminence médiane et peut-être des tanicites dans le transport des hormones périphériques vers ces neurones du noyau arqué de l'hypothalamus et les autres régions de l'hypothalamus qui expriment le récepteur? Eh bien, c'est des expériences qui avaient été réalisées par Heike Munzberg en 2007, très intéressantes, chez qui elle avait injecté chez des souris de la leptine en intrapéritonéal. Elle avait tué les souris au bout de 15 minutes. Et quand elle tue les souris au bout de 15 minutes, elle constate que seuls les neurones du noyau arqué sont capables de percevoir la leptine, et elle voit ça grâce à l'activation de la signalisation phosphostate 3. Par contre, si elle attend une demi-heure, elle va avoir les neurones leptinosensibles du noyau arqué et du VMH qui vont être marqués pour phosphostate 3. Et si elle attend 45 minutes, eh bien, il y a tous les neurones de l'hypothalamus qui sont capables de percevoir la leptine qui vont être immunoréactifs pour la phosphostate 3, suggérant que le signal leptine circulant progresse par un gradient ventro-dorsal. Et de manière tout à fait intéressante, par contre, si elle injecte de la leptine directement dans le CSF, dans le ventricule latéral, eh bien, elle constate qu'au bout de 15 minutes, tous les neurones de l'hypothalamus qui sont capables de percevoir la leptine sont phosphorylés pour stade 3, suggérant que ce gradient ventrodorsal, cette progression ventrodorsale de la leptine circulante pour aller agir dans l'hypothalamus, pourrait utiliser le liquide céphalorachidien comme moyen de transport. Et donc, du coup, cela cale extrêmement bien avec l'hypothèse d'un transport via l'éminence médiane. Et d'autres arguments qui nous ont conduits vers cette hypothèse sont des anciennes études de 2 ans après la découverte de la leptine de Caro et de Schwartz, qui montraient que chez les patients, chez les personnes, en fait, il y avait une présence proportionnelle du taux de leptine circulante et du taux de leptine dans le liquide céphalorachidien, et qu'il y avait une corrélation étroite. Par contre, chez les patients obèses, qui ont beaucoup de leptine parce qu'ils ont beaucoup de cellules adipeuses, et donc du coup la leptine devrait exercer un effet anorexigène, mais bien sûr on sait très bien que les personnes obèses ne sont pas capables de s'arrêter de manger, et donc ce qui donne la notion d'une résistance centrale à la leptine. Et bien chez ces patients obèses, et bien cette linéarité entre sérum leptine sérique et leptine du CSF est complètement perdue, suggérant qu'il y a une altération du transport de la leptine chez ces patients entre la circulation et le liquide céphalorachidien. Donc nous avons essayé d'étudier cela en plus grand détail en injectant à nos souris de la leptine, puis en les tuant à des temps extrêmement courts ou plus ou moins longs. Puis on a été microdisséquer l'éminence médiane et l'hypothalamus médiobasal. L'éminence médiane qui contient les tanicites et très peu de neurones, et l'hypothalamus médiobasal qui contient tous les neurones leptinosensibles. Et on a étudié la voisination de la leptine, et notamment phosphostate 3. Et on a constaté par Western blot qu'on était capable de voir une activation de phosphostate 3 dans l'éminence médiane avant toute activation dans l'hypothalamus médiobasal dès 15 minutes après l'injection de leptine, et que cela se normalisait dans les 2 compartiments à 45 minutes, suggérant que l'éminence médiane était la première structure du cerveau à percevoir le signal de la leptine circulante. Et ensuite, on a essayé de voir où était localisé ce signal phosphostate 3 par immunohistochimie, ici en rouge,
pour phosphostat 3, en vert pour les neurones et les noyaux de cellules en bleu. Et on a constaté avec grande surprise qu'on était capable de voir un signal phosphostat 3 dès 5 minutes, alors qu'on ne le détectait pas encore en Western blot, et que ce signal, comme vous pouvez le constater, était présent dans les prolongements cellulaires des tanicites et dans les noyaux des corps cellulaires des tanicites, ici en rouge, qui bordent le troisième ventricule. Et à 15 minutes, on observe encore de nombreux tanicites qui expriment phosphostat 3, quelques neurones, et à 45 minutes, il n'y a plus que des neurones qui expriment phosphostat 3. Donc ces expériences étaient très intéressantes et suggéraient que les tanicites de l'éminence médiane étaient peut-être les premières cellules du cerveau à percevoir ce signal leptine. Et ensuite, on a voulu savoir comment évoluait la leptine circulante, enfin exogène, que nous avions injectée à l'animal. Et donc, on a fait encore des Western blot. Et on constate que cette leptine est captée au niveau de l'éminence médiane dès 5 minutes, avant même d'être présente dans l'hypothalamus médiobasal. Et qu'à 15 minutes, il y en a plus dans l'éminence médiane. Il commence à y en avoir un peu qui est passé déjà dans le noyau arqué hypothalamique ou l'hypothalamus médiobasal. Et à 45 minutes, il y a encore une fois présence de leptine dans les deux compartiments. Et ensuite, on a voulu savoir où était présente cette leptine à 5 minutes après injection. Et pour cela, on a eu la possibilité de marquer avec un fluorophore très puissant la leptine, tout en étant sûr qu'elle garde sa bioactivité. Et on a injecté cette leptine en intraveineuse dans la jugulaire sous un animal anesthésié. Donc on constate très clairement ici que la leptine fluorescente ne s'échappe pas des vaisseaux de la BBB dans le noyau arqué, comme on peut le constater ici. Par contre, elle inonde les vaisseaux fenêtrés de l'éminence médiane. Et ici, on voit très clairement que elle est présente au niveau des corps cellulaires des tanicites. Et quand on a de la chance, on passe à travers un tanicite qui est en train de pomper cette hormone fluorescente de la circulation porte et est en train de la transporter vers le LCR pour ensuite, très certainement, la relaguer dans le liquide céphalorachidien. Et de manière tout à fait intéressante, si on utilise une leptine mutée ponctuellement et fluorescente, donc une leptine qui est toujours capable de se lier sur le récepteur, mais qui n'est pas capable d'induire aucun changement conformationnel ni de downstream signaling, eh bien on constate qu'elle est présente dans les vaisseaux, mais que cette fois-ci, elle n'est pas captée par les tanicites. Et une fois dans le ventricule, ensuite, de manière tout à fait intéressante, quelques minutes après, elle est capable d'être recapturée par des tanicites un peu plus dorsaux ici et d'être transportée aussi vers les neurones de l'hypothalamus, comme on peut le constater ici, mais aussi vers tous les neurones qui sont capables de percevoir la leptine, qui sont localisés autour du liquide céphalorachidien, des ventricules cérébraux, et notamment ici on voit de très beaux neurones de l'hippocampe qui ont été capables de capter cette leptine circulante, et on a aussi des neurones dans l'amygdale qui sont marqués. Donc ceci était un phénomène très intéressant. Donc ensuite, on a voulu savoir comment s'effectuer l'altération du passage de cette leptine du sang vers le cerveau chez les individus obèses. Et pour cela, grâce à une collaboration avec François Patou et Marie Pigère à Égide, à Lille, en travaillant sur le mini-pig, on a réussi à faire une étude qui visait à traiter des mini-pigs pendant 10 semaines sur une alimentation normale, et donc ils gardaient un poids constant, donc ils arrivaient à 35 kg, ils gardaient 35 kg pendant les 10 semaines, ou des mini-porcs nourris avec une alimentation riche en graisse, auquel cas on voit que ces individus en 10 semaines doublent leur poids. Donc c'est assez impressionnant. Et en doublant leur poids, bien sûr, on voit ici, vous avez le ventre, une coupe horizontale du ventre d'un cochon contrôle bleu. Et ici, vous voyez qu'il a extrêmement grossi après 10 semaines de high fat diet, donc à la fois de la graisse viscérale et sous-cutanée. Et là, et on a regardé donc quelle était la proportion de leptine circulante en fonction du poids de l'animal. Et bien sûr, plus l'animal devient gras, comme chez l'homme, bien sûr, il y a une corrélation linéaire entre le poids et les taux plasmatiques de leptine qui augmentent de manière linéaire. Maintenant, ensuite, on a fait des ponctions lombaires chez ces mini-pigs en même temps que des prises de sang
Et on a corrélé la leptinémie périphérique versus la leptinémie dans le CSF. Et on a vu que là encore, comme chez les humains, il y a une corrélation parfaite chez les animaux contrôles entre la leptine circulante et la leptine présente dans le LCR, suggérant un transport de cette leptine dans le LCR. Par contre, chez les individus obèses, on voit qu'on perd totalement cette corrélation. Cependant, et ici, vous voyez que le ratio leptine dans le CSF versus le plasma décroît très fortement et très rapidement sous régime gras, et la différence entre les contrôles et les high-fat diet est présente dès 4 semaines, significativement. Et quand on regarde le taux circulant de leptine à 4 semaines, on constate que le taux circulant de leptine est un peu au-dessus de 4. Et maintenant, si on fait une analyse segmentée, si on analyse les mini-pigs sous high-fat diet avant 4,2 nanogrammes par ml de leptine circulante et après, on constate que entre 0 et 4, il y a, comme les mini-pigs nourris en nourriture normale, une corrélation stricte entre le taux de leptine plasmatique et du CSF, et que cette corrélation est perdue au-delà de cette concentration en leptine, suggérant qu'il y a très rapidement une altération lors du passage de la leptine vers le CSF chez les individus nourris par une alimentation riche en graisse. Donc, est-ce que les tannicides pourraient être impliqués dans ce transport? Donc, on a fait la même chose que chez le mini-porc, mais cette fois-ci chez la souris. On a soumis les souris à une high-fat diet pendant 8 semaines. Et on constate chez les souris que, donc chez les souris contrôle, quand vous injectez de la leptine chez une souris contrôle, au bout de 3 jours, elle va perdre du poids, comme vous pouvez le voir ici en rouge. Par contre, chez les individus qui ont été assujettis à 8 semaines de diète high-fat, eh bien, elles perdent cette possibilité de perdre du poids quand on injecte de la leptine en périphérie. Par contre, si on injectait de la leptine dans le cerveau, elles perdraient du poids. Donc, ces souris à 8 semaines ne sont résistantes que pour le transport de la leptine de la périphérie vers le cerveau. Et on constate que chez les souris high-fat diet, eh bien, la leptine que l'on injecte est captée, comme chez le wild type, par l'éminence médiane. Mais, comme vous pouvez le voir ici, elle n'est jamais transloquée dans le compartiment de l'hypothalamus médiobasal, suggérant qu'il y a une altération du transport de cette leptine. Et de manière tout à fait intéressante, quand on répète cette expérience chez l'individu à qui il manque la forme longue, la forme qui est capable d'activer phosphostate 3 ou ERK ou AKT du récepteur à la leptine, donc les individus DBDB, eh bien, ces individus DBDB copient exactement le phénotype de ces diet-induced obese mice, c'est-à-dire que la leptine est présente dans l'éminence médiane, mais n'est jamais transportée dans l'hypothalamus médiobasal. Donc, pour avoir un peu plus de compréhension dans le mécanisme, on a été in vitro, on a réalisé des cultures primaires de tannicides d'éminence médiane de rats, et on a constaté que ces tannicides exprimaient vraisemblablement comme in vivo les récepteurs à la leptine. Elles étaient capables de répondre à la leptine par une phosphorylation de stade 3, AKT et de ERK, que ces tannicides étaient aussi capables de capter la leptine fluorescente, notamment dans des vésicules cotées par les clatrines. Et quand on a voulu étudier l'internalisation de cette leptine, et donc pour cela, on a lysé les cellules après traitement pendant 15 minutes par la leptine, et on a fait une immunoprécipitation des clatrines qui allaient immunoprécipiter les vésicules qui étaient censées contenir cette leptine, et on a fait du western blot. Donc on constate ici que quand on traite à la leptine des tannicides, on réussit bien à observer la leptine dans les vésicules clatrines. Et ensuite, on a essayé de voir si on inhibait les différentes voies de signalisation couplées à la forme longue du récepteur à la leptine, si on inhibait la capture de cette leptine. Eh bien, comme vous pouvez le constater, à notre grande surprise, aucun de ces inhibiteurs n'a altéré la capture de la leptine
par les tanicites. Par contre, si on utilise une leptine mutante, que je vous ai montré en fluorescence tout à l'heure, la LAN, qui est tout à fait visible en Western blot, eh bien, on constate que celle-ci n'est pas capturée. Donc, ce qui suggère que les tanicites nécessitent un récepteur et peut-être un changement conformationnel de récepteur pour capturer de la leptine du milieu. Par contre, ne nécessitent aucune des voies de cilisation en aval du récepteur forme longue de la leptine. Ensuite, on a fait l'expérience inverse, c'est-à-dire on a laissé nos tanicites capturer la leptine et on a rincé le milieu, on a mis du milieu frais et on a voulu savoir si les tanicites étaient capables de relarguer la leptine qu'elles avaient capturée. Et donc après 15 minutes de milieu frais, on a collecté le milieu, on l'a concentré. Et vous pouvez voir que quand les tanicites ont été traités avec la leptine, elles sont capables de relarguer de la leptine dans le milieu. Et on a fait la même expérience, on a inhibé les différentes voies de cilisation dans le swim. Et là, encore une fois, de manière tout à fait non attendue, on a vu que quand on utilisait un inhibiteur de la voie de cilisation ERK, eh bien on empêchait ces tanicites de relarguer la leptine qu'elles avaient capturée. En effet, ici, on n'en voit pas dans le milieu, alors qu'on en a dans les autres conditions. Et quand on n'en a pas dans le milieu et qu'on lise les cellules, on voit que quand les tanicites relarguent la leptine, eh bien il y a très peu de leptine qui reste dans le corps cellulaire. Par contre, il y a une accumulation quand les tanicites sont traités par un inhibiteur de phospho-ERK. Donc, étant donné que chez les animaux obèses, chez qui on avait induit l'obésité par une alimentation riche en graisse, on voit qu'il y a une impossibilité de la leptine de passer de la l'éminence médiane vers l'hypothalamus médio-basal. Et étant donné qu'in vitro, on a vu que ce relargage de la leptine nécessitait la voie de cilisation ERK, eh bien on s'est demandé si par un moyen détourné, si on activait la voie de cilisation ERK dans les tanicites, est-ce que nous étions capables de restaurer le passage de la leptine entre l'éminence médiane et l'hypothalamus médio-basal. Ayant une grande expérience des voies de cilisation dans les tanicites, on savait que l'EGF, le récepteur RBB1, quand il était activé, était exprimé presque sélectivement dans les tanicites, et quand il était activé, il était capable d'activer la voie de cilisation ERK. Et en effet, on constate que quand on traite en intraveineuse les animaux par EGF, on active ERK à la fois chez les wild type, les obèses et les DBDB dans l'éminence médiane. Et quand on fait une immunohistochimie, on voit que dans l'éminence médiane, à 15 minutes de traitement EGF, on marque presque exclusivement les tanicites. Et de manière tout à fait intéressante, donc du coup, on a répété cette expérience d'injecter de la leptine en périphérie pendant 45 minutes. Et 15 minutes avant la fin de ce traitement de leptine, soit on a réinjecté à nos souris obèses du véhicule, soit de l'EGF pendant les 15 dernières minutes. Et bien là, comme vous pouvez constater, et bien le traitement EGF, c'est-à-dire certainement l'activation de ERK, a été capable de restaurer le passage de la leptine chez ces diet-induced obese mice dans le noyau arché, enfin, au niveau de l'hypothalamus médio-basal, et on a réussi à faire la même chose chez les individus DBDB. Et cet effet-là a bien restauré la capacité de la leptine à activer les voies de signalisation ERK dans le cerveau, car ici vous avez un animal DIO traité par la leptine seule, vous voyez une activation constitutive de phosphostat 3. Par contre, quand on couple cette leptine à l'EGF, on voit clairement une activation des neurones capables de percevoir la leptine, car ils sont immunoréactifs pour phosphostat 3 chez la souris. Maintenant, que se passe-t-il en physiologie ? Donc ici, en noir, vous avez des souris nourries dans une alimentation normale. Puis en rouge, ici, vous avez les high-fat diet, les animaux nourris en alimentation riche en graisse, jusqu'à 8 semaines. À 8 semaines, on a décidé de les repasser en nourriture normale, comme les contrôles. Et on voit qu'au bout de 5-6 semaines, elles réussissent à perdre du poids et à rejoindre la courbe des wild type. Alors que si on continue à les traiter en high fat, elles continuent à grossir.
Alors que, et de manière tout à fait intéressante, donc bien sûr les rouges sont leptino-résistantes, comme on peut le voir ici, mais ce qui était tout à fait surprenant, c'est que à 12 semaines ici, lorsque les courbes de poids sont comparables avec les sauvages, les souris bleues sont toujours leptino-résistantes. Et il faut plus de 10 semaines pour qu'elles recouvrent leur leptinosensibilité. Par contre, si on traite la dernière semaine du traitement IFAT, les souris une fois par jour par l'EGF, et qu'ensuite on les switch sans traitement dans une diète standard, eh bien on voit qu'il y a une perte exponentielle du poids de ces souris et qu'elles regagnent immédiatement la sensibilité à la leptine. Voilà, donc je vais conclure. Donc je vous remercie pour votre attention. Et donc voilà, pour conclure ici, j'espère vous avoir convaincu que l'éminence médiane de l'hypothalamus, et notamment les tanicides dans cette éminence médiane, pourrait jouer un rôle fondamental dans le transport d'hormones métaboliques telles que la leptine via des mécanismes impliquant des récepteurs et l'activation de voies de signalisation, et qu'une fois relarguée dans le ventricule, ensuite cette leptine peut diffuser par volume transmission, qui est un autre mode de diffusion dans le cerveau, autre que la communication transsynaptique, et que cette leptine dans ce volume du CSF est capable d'être redistribuée aux différents neurones capables de l'apercevoir. Et que si, chez les individus nourris par une alimentation riche en graisse ou mutés pour la forme longue du récepteur, eh bien, ce transport de la leptine dans le LCR est altéré. Donc je tiens rapidement à remercier les personnes qui ont réalisé ce travail, et notamment Églantine Balland qui a fait tout le travail sur le transport de la leptine par les tanicites, et nos précieux collaborateurs Marie Pigère et François Patou, l'IGF, donc Patrice Mollard et Marie Schaeffer qui ont réalisé les imageries in vivo chez la souris, et l'Institut Cochin, Ralph Joker et Julie Dame, et Sysbio-Essai, Éric Trinquet qui nous a marqué de manière très efficace la leptine, et ainsi que nos financeurs. Je vous remercie pour votre attention. Merci Vincent pour cette présentation très pédagogique, je dois dire, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à Vincent? Moi j'ai une question. Donc, Philippe, est-ce que tu pourrais te plier à une règle de temps en temps immuable et tout. Donc, oui, je m'appelle Philippe Frogel, je suis postdoc d'Amélie Bonnefond. Et donc, deux choses. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des anomalies congénitales génétiques qui pourraient passer par la voie d'ERK au niveau des nacites? Et deuxièmement, on a resté un tout petit peu sur sa fin, sur ton truc de 2014. Qu'est-ce qui se passe depuis et où on en est depuis 2014 sur les mécanismes dans l'obésité qui font que ça ne marche pas au niveau des tanacites? Donc oui, c'est une question extrêmement intéressante et pertinente. Donc oui, je ne vous ai pas présenté de nouvelles données parce qu'on est en train de travailler dessus. Donc là, ce sur quoi nous sommes en train de travailler, c'est donc on pense que donc il y a un transport vésiculaire de la leptine à travers les tanicites, et que comme on voit, il y a une exocytose régulée qui s'opère via l'activation de ERK, et on pense donc que cela va impliquer des protéines de SNER qui vont permettre de fusionner les vésicules avec la surface apicale, la membrane apicale des tanicites pour relarguer la leptine dans le LCR. Et du coup, là, on a des animaux chez qui on exprime la toxine botulique dans les tanicites pour cliver ces protéines qui sont indispensables pour l'exocytose des vésicules. Et on est en train de suivre le phénotype physiologique de ces animaux. Par ailleurs, on a réalisé des imageries calciques en électrophysiologie sur tranches de cerveau maintenues en survie, et chez les animaux qui exprimaient des sondes calciques sous le contrôle d'un promoteur exprimé dans les tanicites. Et on a vu que la leptine, quand elle était appliquée sur le tanicite, induisait des vagues calciques dans le tanicite. Donc ça, ce qui est très important pour nous, parce que ça montre que les tanicites, en effet, exprimeraient bien le récepteur à la leptine et seraient capables d'induire une utilisation intracellulaire. Par ailleurs, on est en train d'enlever le récepteur à la leptine dans les tanicites aussi. Et là, les animaux ont l'air d'avoir un très gros phénotype métabolique, donc suggérant encore une fois que le récepteur à la leptine est indispensable,
que peut-être que les protéines SNER sont requises. Mais voilà, c'est en progrès, il n'y a rien de très d'assez solide pour vous le présenter, donc je m'en excuse de présenter des choses un peu vieilles. Et quant à ta première question, il y a une mutation très intéressante qui a été découverte par Sadaf Farooqui à Cambridge, dans la voie de citation R, que justement je me rappelle plus, et j'avais discuté avec elle de savoir si chez ces patients qui étaient... Voilà, et je me demandais si cette mutation pouvait pas avoir l'effet qu'elle a à cause d'un effet dans l'éthanicides. Donc peut-être, mais c'est à voir. J'ai dit oui à deux questions, mais rapide s'il vous plaît, et réponse rapide aussi. Question très rapide, comme toujours c'est superbe. J'ai juste une question. Quand on veut tester l'effet d'un neuropeptide sur l'hypothalamus, généralement on l'injecte en intraventriculaire dans un premier temps. Alors comment, dans ton concept, tu expliques le passage des peptides à travers la barrière super serrée que tu as montrée au niveau du plancher du troisième ventricule, au niveau du noyau arqué? Donc il y a en parallèle à l'effet de... Enfin, donc je pense que beaucoup de peptides qui doivent avoir accès au niveau du LCR vont être pris en charge par l'éthanicite et transportés dans le LCR. Ça, c'est un point. Et un autre point, il y a certains neurones très ventraux du noyau arqué qui, en fonction de l'état métabolique de l'individu, vont avoir plus ou moins un accès direct à ces hormones circulantes, du fait que la barrière tannicitaire que je vous ai montrée est en fait plastique. Par exemple, chez un animal qui est à jeun, ou une personne généralement, enfin sûrement qui est à jeun, eh bien les tannicites vont se mettre à sécréter du VEGF et vont accroître la surface des vaisseaux fenêtrés dans cette région-là, et donc accroître la possibilité d'hormones, de peptides présents en périphérie, d'accéder au système nerveux central. Maintenant, par exemple, si tu parles de peptides qui sont connus pour agir sur des systèmes tels que le système AGNRH, je pense que ces peptides-là, comme la quispeptine par exemple, qui est présente en périphérie chez la femme enceinte, pour agir sur les neurones AGNRH en agissant directement sur ces neurones qui ont certains de leurs processus cellulaires en dehors de la barrière hémato-encéphalique, notamment directement sur les terminaisons nerveuses, ou dans l'organe vasculaire de la lame terminale, où ces neurones envoient des dendrites, ou parfois ont leur corps cellulaire présent, où ils pourraient avoir un accès direct aux signaux circulants. Merci Vincent. Tu n'as qu'un seul défaut, tu ne sais pas faire court. Attends, j'ai juste une dernière petite question, mais alors très très rapide, et puis très rapide aussi la réponse. Bonjour, donc Botsoti de l'INSERM 12-13. J'aurais aimé savoir, en fait, donc vous montrez surtout que c'est des processus pour la leptine, mais est-ce que vous savez, par exemple, pour l'amyline qui travaille en qui travaille avec la leptine, si c'est les mêmes mécanismes ou... Voilà. Oui. Donc ça, c'est une question intéressante. Je ne sais pas pour l'amyline. Par contre, je peux vous dire que pour la gréline, ça serait aussi transporté par les tannicites, et éventuellement aussi le GLP1 peut-être. Donc, mais peut-être l'amyline, je ne sais pas, mais il est fort possible que ça... Oui. Merci beaucoup Vincent. Désolé d'avoir été long. Merci. Tu peux aller t'asseoir à côté de Pierre parce qu'il a une question. Pierre Gourdi, il a une question pour toi encore, mais j'ai pas le temps vraiment. Là, j'ai déjà débordé, c'est de ma faute, et c'est Blandine qui va devoir rattraper puisque c'est elle qui va finir la séance. Donc la deuxième intervenante est Amélie Bonnefant, que